Je crois que ça t'aura pas échappé, mais en ce moment, c'est l'été. Et qui dit été dit soleil, canicule, apéro en terrasse, mais aussi et surtout vacances. Je ne sais pas si tu connais, mais les vacances, c'est un concept plutôt cool. En fait, généralement, quand on demande aux gens ce qu'ils vont faire pendant leurs vacances, on obtient ça. 10 millions de Français, le chiffre a été révélé par les statistiques, vont partir cette année en vacances. La gare de Lyon, tête de pont vers les pays méditerranéens, a vu partir à bord des premiers trains spéciaux qui parlent d'îles, de plages et de soleil, ceux qui, soucieux de leur confort, ne croient pas aux improvisations. Et toi, Baptiste, tu fais quoi pendant tes vacances? Justement, il faut que je te raconte une histoire. Début 2021. Après plusieurs mois passés à réviser en prépa, j'obtiens enfin le concours que je convoitais et je déménage à Nantes pour suivre une formation pendant 6 mois, avec plusieurs rapports à rendre et un grand oral en fin de formation. En parallèle, je suis très engagé dans le milieu associatif et je bouge régulièrement ici et là pour assister à des événements. J'enchaîne les appels et les réunions sur Zoom. J'organise plusieurs formations en distanciel et en présentiel. Pour te donner une idée, à cette époque, il m'arrive régulièrement d'avoir des journées qui commencent à 8 heures et qui se terminent à 22 heures, voire après. Et puis, le mois d'août arrive. J'avoue que je n'avais pas anticipé du tout la suite et je me retrouve donc en vacances sans l'avoir vu venir, alors que, jusque-là, j'avais toujours des plans pour les vacances. Et comme je suis fatigué par tout ce qui m'est arrivé récemment et que j'ai la flemme d'organiser quelque chose, je reste juste chez moi et j'active le mode moine. C'est-à-dire que pendant 10 jours, je réduis au strict minimum mes interactions sociales et je mène littéralement une vie d'ermite. Au départ, c'est une sensation vraiment agréable, parce qu'après tant de mois à devoir anticiper, organiser, gérer les imprévus et être obligé de sociabiliser, je ne m'occupe plus de rien. Mais après quelques jours, je commence à entendre une petite voix au fond de moi qui dit ⁇ Tu n'as pas mieux à faire ?⁇ Les jours passent et la petite voix occupe de plus en plus de place. Et je commence à me dire que je suis peut-être en train de passer à côté de mes vacances. J'ai beau me rappeler les événements des mois passés, je commence à regretter ces quelques jours de repos. Et ce n'est pas agréable du tout, parce que j'ai des pensées culpabilisantes qui viennent, ce genre de pensées qu'on a quand on commence à remettre tout en question et qui donne l'impression de passer à côté de sa vie. C'est un tourbillon qui m'engloutit un peu plus chaque jour, je sens qu'il m'oppresse, mais je ne sais pas vraiment quoi faire pour m'en débarrasser. Car d'un côté, je sens que je suis encore fatigué et que je n'ai envie de rien faire, mais de l'autre, je sens le vide en moi, je sens que je tourne en rond et que tout ça ne mène nulle part, je sens que... Stop. Ce que j'ai décrit là, c'est l'ennui. Ma vision de l'ennui en tout cas. Mais retournons au commencement. Petite devinette. Qui a dit ⁇ La vie oscille comme un pendule, de droite à gauche, de la souffrance à l'ennui ⁇ Petit A. Christopher Nolan. Petit B. Booba. Petit C. Arthur Schopenhauer. Petit D. Cyril Lignac. Eh bien, on doit cette phrase à Arthur Schopenhauer, philosophe allemand du XIXe siècle, qui dans son essai Le monde comme volonté et comme représentation cherche à proposer une explication complète du monde dans tous ses aspects et de tous les points de vue. Ouais, rien que ça. Il est pas très optimiste le garçon, mais un peu mégalo quand même. Pour résumer la pensée de Schopenhauer, il considère que tout désir naît du manque, d'une privation, donc d'une douleur, de ce que l'on n'a pas et que l'on désire avoir. Mais une fois possédé cette chose, la satisfaction disparaît et on s'ennuie. Sur ce thème, je vous invite d'ailleurs à aller voir cet extrait d'une conférence délivrée en 2016 par André Comte-Sponville aux hôpitaux universitaires de Genève, sur le thème du bonheur au travail. Je trouve que c'est une très bonne introduction à la philosophie, illustrée avec plein d'exemples concrets, comme cette opposition entre la souffrance du chômeur et l'ennui du salarié. On ne s'en rend pas forcément compte, mais il y a plein de moments où l'on s'ennuie pendant la journée. Le matin, quand on attend le métro, ou qu'on est bloqué dans les bouchons, pendant ces réunions interminables où il s'agit de décider si le nouveau papier peint sera rose ou blanc, dans la file d'attente à la cantine, devant le dernier Astérix, etc. En fait, l'ennui fait partie intégrante de nos vies. Mais alors, pourquoi essayer de le repousser ? Parce que l'ennui nous met face à nous-mêmes,
face à l'angoisse de notre liberté, face au temps qu'on laisse s'écouler sans rien faire. L'ennui nous oblige à nous confronter à l'absence de sens, et ça, on n'aime pas du tout. Déjà, au XVIIe siècle, un philosophe hollandais du nom de Baruch Spinoza opposait l'ennui au conatus, ce désir profond qu'a l'individu de se réaliser. Lorsqu'il est contrarié dans son projet, ou qu'il ne sait pas comment orienter efficacement ses efforts, l'être humain s'ennuie. L'ennui, c'est donc un jugement que l'on pose sur soi-même et qui nous installe dans un rapport de force avec le temps. On considère que notre vie manque de sens et d'un seul coup, le temps nous paraît beaucoup plus long. D'ailleurs, en allemand, ennui se dit die Langweile, littéralement le moment long. Mais on ne peut pas parler d'ennui sans parler du divertissement. Et quand on parle du divertissement, il y a un incontournable. Rien n'est si insupportable à l'homme que d'être dans un plein repos, sans passion, sans affaires, sans divertissement, sans application. Il sent alors son néant, son abandon, son insuffisance, sa dépendance, son impuissance, son vide. Oui, alors j'ai dit que c'était un incontournable, pas que ça allait être joyeux. Ça, c'est une citation de Blaise Pascal, un mathématicien, physicien et philosophe français du XVIIe siècle, contemporain de Spinoza donc. Pour Pascal, le divertissement est un stratagème inventé par l'homme pour se cacher à lui-même la misère et la vanité de sa condition réelle, pour rester dans l'ignorance de son vrai destin. C'est comme si tu savais que ta chambre est dégueulasse, mais que tu préfères ne pas prendre d'aspirateur et de balai pour nettoyer, en te disant que finalement ça va aller. Si j'ai dit que l'ennui fait partie de nos vies, c'est également le cas du divertissement. Aujourd'hui, on est entouré par le divertissement. Je veux dire, cette vidéo est un divertissement. Et dans un sens, heureusement que l'on peut s'évader et penser à autre chose. D'ailleurs, le mot divertissement vient du latin divertire, qui signifie détourner. Le problème, comme souvent, est dans l'absence de modération. Parce que rechercher le divertissement en permanence, ça ne fonctionne pas pour deux raisons. D'abord, à cause de la théorie de l'adaptation hédonique. Hein ? Et de quoi ? L'adaptation hédonique a vu le jour dans les années 1990 à partir des travaux menés par Brickman et Campbell. L'idée, c'est que quels que soient les événements positifs ou négatifs auxquels on est confronté dans sa vie, notre niveau de bonheur ne varie pas sensiblement sur le long terme. Cela vient du fait que nous nous adaptons en permanence à nos nouvelles conditions de vie et que nous remplaçons toujours nos désirs assouvis par de nouveaux désirs. Typiquement, une personne qui désire devenir riche aura besoin de devenir plus riche, ou bien cherchera d'autres formes de reconnaissance, en s'engageant en politique, par exemple. Je ne cite personne en particulier, bien sûr. En économie, Milton Friedman a traduit cette théorie avec sa théorie du revenu permanent, pour expliquer la stabilité des choix de consommation des ménages dans le temps. Dans une note publiée en mai 2023, la Banque centrale européenne observait d'ailleurs qu'un licenciement, lorsqu'il est anticipé, ne provoque pas ou presque de baisse de consommation, à l'inverse d'un licenciement non anticipé. C'est comme si tu avais l'habitude d'acheter la même marque de chocolat depuis des années, il est possible que tu continues à acheter cette marque même si le prix double ou que tu perds ton travail. Je parle de chocolat, mais tu peux bien sûr le remplacer par n'importe quel autre produit que tu adores. La deuxième raison, c'est que la recherche du divertissement peut nous faire complètement vriller, nous détourner du droit chemin, justement. Dans sa nouvelle Le joueur d'échecs, Stefan Zweig met en scène un aristocrate autrichien qui, isolé dans une prison pendant l'occupation nazie en Autriche, joue mentalement des milliers de parties d'échecs dans sa cellule, pour faire passer le temps. Lorsqu'une fois libéré, il joue enfin une vraie partie d'échecs, il se remémore ces milliers de parties qu'il a jouées dans sa cellule, et perd le sens de la réalité. De la même manière, dans son roman Un roi sans divertissement, Jean Giono montre que l'homme, dans sa quête de divertissement pour sortir de l'ennui existentiel, peut aller jusqu'au meurtre. C'est d'ailleurs avec cet angle de lecture que l'on peut comprendre la fascination des hommes pour les spectacles mettant en scène la mort, réelle ou fictive, qu'il s'agisse de la naissance du théâtre dans la Grèce antique, des jeux du cirque à Rome, ou encore, dans l'ère moderne, des compétitions sportives. De tout temps, ces divertissements ont été tolérés par le pouvoir en place afin d'apaiser les foules et d'éviter une escalade de la violence, voire une guerre. Dans son traité sur la poétique, Aristote employait déjà le terme de catharsis pour expliquer ce besoin physiologique d'apaiser les humeurs violentes par l'art et la contemplation de la nature. Bon,
Si je résume la situation, ennui égale ma vie n'a pas de sens, égale tristesse. Et d'un autre côté, divertissement égale satisfaction éphémère, égale perte de contact avec la réalité, plus désir de violence. On n'est pas avancé du tout en fait. Bon, tu commences à me connaître maintenant, je ne suis pas du genre à foutre le bordel et à me barrer en douce ensuite. Donc maintenant, laisse-moi t'expliquer pourquoi ça peut être cool de s'ennuyer. D'abord, sans ennui, on ne savourerait pas autant les moments pleins de notre vie. On serait en ataraxie, c'est-à-dire une sorte d'état stable qui nécessite de se détacher de toute émotion, positive comme négative. Alors certes, on ne serait pas triste, mais on ne savourerait pas autant ces moments délicieux qui font que la vie est la vie, comme faire la grasse matinée, profiter des premiers rayons de soleil qui viennent réchauffer notre visage, partir à l'aventure, danser au milieu de la foule, et plein d'autres choses encore. L'ennui nous permet de ne pas oublier l'importance de ces moments. Et rien que pour ça, je pense qu'il est indispensable de s'ennuyer. Ensuite, il ne faut pas oublier que l'on vit dans un monde où on est sollicité à chaque instant. À chaque seconde de ta vie, tu reçois des milliers d'informations différentes. L'air que tu respires, la matière que tu touches, les odeurs et les objets qui t'entourent et qui tourbillonnent autour de toi, sans parler des pensées qui nous traversent à chaque instant. Et toutes ces informations, tu ne t'en rends peut-être pas compte, mais c'est ton cerveau qui essaye de les traiter en même temps. Alors évidemment, ça peut être grisant d'essayer d'avoir le contrôle sur tous ces stimuli, mais on le voit bien chez les personnes qui exercent de grandes responsabilités, le corps humain ne peut pas supporter indéfiniment un tel stress. Au contraire, accepter l'ennui, c'est reprendre le contrôle sur la quantité d'informations que l'on choisit de traiter en même temps. C'est se donner plus de temps pour réfléchir et prendre des décisions plus rationnelles. En fin de compte, c'est reprendre le contrôle sur sa vie. Enfin, il est vrai que l'ennui nous pousse dans nos retranchements, et à certains égards, on pourrait le considérer comme un supplice. Il n'est d'ailleurs pas anodin de voir que l'une des plus grandes craintes pour un prisonnier, c'est de ne plus savoir comment occuper ses journées. Mais si on accepte de se regarder en face et de se juger avec lucidité mais bienveillance, l'ennui peut devenir le moteur qui nous pousse à faire mieux, à progresser et à remettre du sens dans notre vie. L'ennui, c'est le message d'alerte que nous envoie notre esprit lorsqu'il s'est égaré dans son but. C'est le phare dans la pénombre qui nous ramène sur la rive de l'existence. L'ennui, c'est l'homme qui sort de la caverne de Platon et accède à la vérité, à la connaissance de soi. Je ne vais pas te donner de conseils sur la manière d'agir face à l'ennui. Je pense que si tu suis mes vidéos, tu es déjà suffisamment curieux et que tu as peut-être déjà pensé à tout cela avant que je ne t'en parle. La seule recommandation que je pourrais te faire est la suivante. Accueille l'ennui non pas comme un ennemi, mais comme la preuve de ton désir d'accomplir de grandes choses dans ce monde. Alors la prochaine fois que tu t'ennuieras, repense à ces mots et pose-toi ces deux questions. D'abord, quel est le message que je veux porter autour de moi? Et deuxièmement, comment faire passer ce message? La suite de l'histoire, c'est à toi de l'écrire. Voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. Comme toujours, n'hésite pas à mettre un commentaire pour partager tes réflexions et ton avis, qu'il soit positif ou non. Ça fait progresser la chaîne, donc je suis vraiment preneur. De la même manière, si tu apprécies ce que je fais, tu peux aller voir mes autres vidéos et continuer à suivre mon travail en t'abonnant. Dans tous les cas, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Et d'ici là, je te souhaite une très bonne journée.